Coluche, quand il débarque dans une loge et quand il parle, il a un pouvoir. Bienvenue sur votre chaîne Icônes et Silences, là où les légendes révèlent enfin leurs secrets. Imaginez une scène banale quelque part dans les rues brumeuses de Londres ou sur un trottoir discret de Marseille. Un homme de 74 ans marche seul, il porte un blouson usé, un jean simple et il se fond parfaitement dans la foule anonyme du métro. Personne ne se retourne sur son passage, personne ne sort de téléphone pour le filmer, personne ne devine que cet homme invisible, qui ressemble à n'importe quel grand-père, est en réalité la plus grande légende vivante de la musique française, Jean-Jacques Goldman. Ce nom suffit à faire résonner des mélodies inoubliables dans la tête de millions de gens. Il était le patron incontesté, l'alchimiste qui transformait chaque note en or et chaque concert en une immense communion nationale. Il a écrit la bande-son de nos vies, de nos premiers amours à nos plus grandes joies. Pourtant, au sommet absolu de sa gloire, alors que la France entière l'adulait comme un dieu vivant, il a commis l'impensable. Il a choisi de se taire, il a choisi de disparaître totalement. Ce n'était pas une simple pause entre deux albums, mais un adieu brutal qui dure maintenant depuis 20 ans. Pourquoi l'homme qui nous chantait qu'il irait au bout de ses rêves a-t-il soudainement brisé sa guitare pour embrasser l'ombre? Aujourd'hui, à 74 ans, le mystère Goldman s'épaissit car derrière cette retraite que l'on croyait paisible se cachent des cicatrices profondes que le public n'a jamais vues. On a longtemps cru qu'il fuyait la célébrité par simple modestie, mais c'était faux. La vérité est bien plus complexe et douloureuse. Pendant 2 décennies, il a gardé un secret, une sorte de regret silencieux lié à ceux qu'il a aimés et au prix terrifiant qu'il a dû payer pour sa gloire. Il y a des silences qui hurlent plus fort que des mots et aujourd'hui nous allons enfin écouter ce que Jean-Jacques Goldman n'a jamais osé dire. Nous allons comprendre pourquoi, pour sauver l'homme, il a dû tuer l'idole. Mais attention, l'histoire de Jean-Jacques Goldman n'est pas un conte de fées. Pour comprendre cette fuite vers l'anonymat, il faut d'abord rouvrir une page sombre de son histoire familiale. Une tragédie survenue un jour de 1979 qui a scellé son destin à tout jamais et dont l'écho résonne encore dans chacune de ses décisions. Restez avec nous car ce que vous allez découvrir va changer à jamais votre regard sur la personnalité préférée des Français. Pour comprendre la profondeur de son silence actuel, il faut d'abord mesurer la hauteur vertigineuse de son ascension. Au début des années 80, la France cherchait une nouvelle voix et elle a trouvé Jean-Jacques Goldman. Ce n'était pas seulement un chanteur, c'était un phénomène social, une onde de choc qui a traversé toutes les générations. Avec des titres comme « Il suffira d'un signe » ou « Quand la musique est bonne », il a littéralement mis le feu aux poudres. Soudain, ce jeune homme timide qui préférait l'ombre des studios à la lumière des projecteurs s'est retrouvé propulsé au rang de demi-dieu. Chaque album était un événement national, chaque tournée remplissait des stades entiers en quelques minutes. Il est devenu la bande originale d'une France qui voulait croire en des lendemains meilleurs. On l'appelait le chanteur préféré des Français, le gendre idéal, le grand frère rassurant dont les mots semblaient panser les plaies de tout un peuple. Son apogée artistique a atteint des sommets inégalés lorsqu'il a prêté sa plume à d'autres, transformant Céline Dion en superstar mondiale avec l'album 2. À ce moment précis, Jean-Jacques Goldman n'était plus seulement un artiste. Il était le roi Midas de la chanson française. Tout ce qu'il touchait se transformait en platine. Les récompenses s'empilaient, l'argent coulait à flot et l'amour du public était inconditionnel, presque étouffant. On voyait en lui un homme comblé, un artiste qui avait tout réussi. Pourtant, derrière les sourires affichés sur les plateaux de télévision et l'énergie débordante qu'il déployait sur scène pour son public, une fissure invisible commençait déjà à se creuser. Ce que personne ne voyait, c'est que cette gloire immense, que tant d'autres auraient tué pour obtenir, était en train de devenir pour lui une prison dorée. Imaginez un instant ce que signifie ne plus pouvoir faire un pas dans la rue sans être assailli, ne plus pouvoir emmener ses enfants à l'école sans craindre les objectifs des paparazzis, ne plus pouvoir être simplement un père ou un mari pour un homme qui a été élevé dans la discrétion et la retenue, héritage de ses parents résistants. Cette surexposition permanente était une violence quotidienne, tandis que la France chantait « Je te donne à tue-tête, Jean-Jacques », lui donnait tout, absolument tout, jusqu'à s'oublier lui-même.
il sentait l'étau se resserrer. Il voyait son temps, ce bien si précieux, lui être volé morceau par morceau par une industrie insatiable qui en demandait toujours plus. Il commençait à réaliser avec effroi que le succès avait un prix exorbitant, un prix qu'il n'était peut-être plus prêt à payer. Alors que les projecteurs l'aveuglaient, il ne voyait pas seulement des fans en délire, il voyait aussi le spectre de ce qu'il était en train de perdre, sa liberté, son intimité, et peut-être même l'essentiel de sa vie d'homme. C'est précisément au cœur de ce triomphe éclatant que les premières graines du regret ont été semées, des graines qui allaient germer lentement pour le conduire des années plus tard à prendre la décision la plus radicale de sa vie. Mais avant d'en arriver là, il a dû traverser une épreuve bien plus sombre, une réalité brutale de la célébrité qui allait le marquer au fer rouge et lui faire comprendre que le rêve était en train de virer au cauchemar. Alors que la France entière dansait sur ses tubes, l'homme derrière le micro commençait à suffoquer lentement. C'est ici que l'histoire de Jean-Jacques Goldman prend une tournure plus sombre, loin des paillettes et des sourires de façade. Le show business est une machine vorace, un monstre insatiable qui ne voit pas les artistes comme des êtres humains, mais comme des produits à consommer jusqu'à la dernière goutte. Jean-Jacques, avec sa nature intègre et discrète, s'est retrouvé piégé dans un engrenage infernal qu'il n'avait pas anticipé. Il a découvert la brutalité d'un système où votre vie ne vous appartient plus. Imaginez l'angoisse de devoir sourire quand on a envie de pleurer, de devoir appartenir à tout le monde sauf à soi-même. Mais pour Jean-Jacques, la peur était bien plus profonde, presque viscérale, et elle portait un nom que peu osaient prononcer devant lui, Pierre. L'assassinat de son frère, Pierre Goldman, survenu juste avant son explosion médiatique, a agi comme un traumatisme fondateur, une ombre menaçante planant sur chaque instant de gloire. Là où d'autres voyaient dans la célébrité une consécration, Jean-Jacques y voyait une cible peinte dans son dos. Il avait compris très tôt, dans la douleur et le sang, que la notoriété pouvait tuer. Chaque cri de foule, chaque flash d'appareil photo lui rappelait inconsciemment que l'exposition publique est un danger mortel. Il vivait avec cette anxiété sourde, cette idée terrifiante que le bonheur affiché sur scène pouvait attirer le malheur dans sa vie privée. Et le malheur, insidieusement, s'est infiltré là où il s'y attendait le moins, au cœur de son foyer. C'est là que réside le véritable drame de ses années de gloire. Le système lui a volé ce qu'il y a de plus précieux, le temps. Un contrat invisible mais impitoyable l'obligeait à être partout, sur les routes, dans les studios, sur les plateaux, le laissant physiquement présent mais mentalement absent pour sa propre famille. Il est devenu un étranger dans sa propre maison, un père que l'on voit à la télévision plutôt que dans le salon. Il a senti avec une impuissance rageante que le rôle de sa vie, celui de père et de mari, lui glissait entre les doigts. Il construisait un empire pour la France, mais il laissait se fissurer les fondations de sa propre vie. C'était une époque de schizophrénie émotionnelle, acclamée par des millions d'inconnus, mais rongée par la culpabilité de ne pas être assez là pour les siens. Cette pression constante, ce tiraillement entre le devoir de l'idole et le désir de l'homme a fini par créer une blessure irréparable, un point de rupture inévitable qui allait bientôt tout faire basculer. Car on ne peut pas vivre éternellement coupé en deux sans finir par se briser. C'est souvent au moment où les applaudissements sont les plus forts que la solitude se fait le plus sentir. Pour Jean-Jacques Goldman, le point de rupture a eu lieu loin des caméras, dans le secret glacial d'une vie privée qui s'effondrait. L'année 1997 restera gravée comme celle où le masque est tombé, alors que ses albums battaient tous les records et que la tournée en passant triomphait. Son monde personnel, lui, volait en éclats. C'est l'année où son mariage avec Catherine, celle qu'il avait connue bien avant la gloire, celle qui était son ancre dans la tempête médiatique, a pris fin. Ce divorce n'était pas juste une séparation banale, c'était l'aveu d'un échec cuisant face à la machine du succès. Le public ne voyait rien. Les fans continuaient de chanter l'amour sur ces mélodies, sans se douter que l'homme qui les écrivait était en train de signer les papiers de sa propre défaite sentimentale. Il a réalisé avec une douleur sourde que la célébrité était une maîtresse jalouse qui ne tolérait aucune concurrence. Elle avait lentement, méthodiquement érodé l'intimité de son couple, transformant chaque sortie en épreuve, chaque moment de famille en cible potentielle.
L'industrie du disque, elle, n'en avait que faire. Le système continuait d'exiger des tubes, des sourires, de la performance, indifférent à l'homme qui se noyait derrière l'artiste. Il s'est senti trahi, non pas par une personne, mais par ce mode de vie artificiel qui lui avait promis le monde tout en lui retirant l'essentiel. C'est dans cette période de turbulence qu'il a compris qu'il était devenu un étranger pour ses propres enfants, un papa chanteur omniprésent dans les médias mais absent pour les devoirs du soir ou les chagrins d'école. Cette prise de conscience a été brutale comme un coup de poing en pleine poitrine. Il avait tout, l'argent, la reconnaissance, l'adulation, mais il se couchait le soir avec le sentiment terrifiant d'avoir raté sa vie d'homme. Il s'est retrouvé face à un miroir contemplant non pas la star, mais les décombres de ce qu'il avait voulu protéger. C'était le prix du sang, le tarif invisible de la gloire, et c'est précisément à ce moment-là, au fond du gouffre émotionnel, qu'une idée radicale a commencé à germer dans son esprit. Une idée folle, impossible pour n'importe qui d'autre, mais qui allait devenir sa seule issue de secours. Il a compris que pour ne pas mourir de l'intérieur, il allait devoir commettre un suicide médiatique. Il allait devoir dire non à tout ce que le monde rêvait d'avoir. Le compte à rebours avant le grand silence avait commencé et personne ne l'avait entendu s'enclencher. Le moment de vérité n'est pas arrivé avec des cris ou des scandales, mais avec la dignité silencieuse d'un homme qui reprend le contrôle de son destin. Le monde attendait un nouvel album, une nouvelle tournée, mais Jean-Jacques Goldman a offert quelque chose de bien plus radical, son absence. En 2004, il a prononcé ces mots qui ont glacé le sang de l'industrie musicale. J'arrête. Pas de pause, pas de peut-être, mais un point final. C'était sa première victoire, mais le coup de grâce contre le système qui l'avait emprisonné est venu plus tard, avec une décision qui a stupéfié la France entière. Pour ne pas répéter les erreurs du passé, pour ne pas laisser la gloire dévorer sa seconde chance au bonheur, il a fait ce qu'aucune autre star de son rang n'avait osé faire. Il a pris ses valises et il est parti. Il a quitté la France, ce pays qu'il aimait trop, pour s'exiler de l'autre côté de la Manche, à Londres. Ce n'était pas une fuite fiscale, c'était une fuite vitale. Là-bas, dans la grisaille anglaise, il a enfin pu accomplir sa vengeance contre la célébrité. Il a troqué les limousines contre le métro, les palaces contre un appartement familial et les applaudissements contre le rire de ses filles. C'est ici que réside sa parole la plus forte. En devenant Monsieur Tout-le-Monde, il a pointé du doigt l'absurdité du star system. Il a prouvé que la vraie réussite n'était pas de remplir des stades, mais d'être capable d'aller chercher ses enfants à l'école sans garde du corps. Il a nommé ses véritables priorités, Maya, Kimi, Rose, ses filles, et Nathalie, sa femme. Il a choisi de leur offrir ce qu'il n'avait pas pu donner à sa première famille, un père présent, un père normal, un père qui n'appartient à personne d'autre qu'à elle. Ce silence qui dure depuis 20 ans est en réalité un cri assourdissant. C'est un refus obstiné de jouer le jeu des médias, un refus de vieillir sous les projecteurs, un refus de devenir une caricature de lui-même. Chaque jour passé dans l'anonymat est une affirmation de sa liberté retrouvée. Il a regardé le monstre de la gloire droit dans les yeux et lui a dit « Tu ne m'auras plus ». Aujourd'hui, quand on le croise par hasard, cheveux gris et allure modeste, on ne voit pas une star déchue, mais un homme qui a gagné. Il a brisé les chaînes dorées pour enfin toucher du doigt cette vie banale qu'il chantait dans ses tubes sans jamais pouvoir la vivre. C'est cela le véritable scandale Goldman, avoir eu le courage de préférer la vie à la légende. Au final, que nous apprend le silence obstiné de Jean-Jacques Goldman? Son histoire dépasse largement le cadre de la chanson française. C'est une fable moderne sur le courage de dire non quand le monde entier vous supplie de dire oui. Dans une époque obsédée par l'image, par les likes et la reconnaissance immédiate, Goldman est une anomalie fascinante. Il est la preuve vivante que l'on peut toucher les étoiles sans se brûler les ailes, à condition de savoir redescendre sur Terre avant qu'il ne soit trop tard. Son regret secret, celui d'avoir sacrifié une partie de sa vie d'homme sur l'autel de la gloire, est devenu sa plus grande force. C'est ce regret qui l'a guidé pour ne pas reproduire les mêmes erreurs, pour sauver ce qui pouvait encore l'être. Il nous pose à tous, sans dire un mot, une question vertigineuse. Sommes-nous capables de lâcher ce qui brille pour saisir ce qui compte vraiment? Combien d'entre nous auraient la force de renoncer à une couronne pour retrouver la liberté de l'anonymat?
Jean-Jacques Goldman n'est pas un ermite, c'est un homme qui a compris que le bonheur fait moins de bruit que le succès, mais qu'il dure beaucoup plus longtemps. Il nous a laissé ses chansons en héritage, des mélodies qui continueront de traverser le temps, mais son plus beau cadeau est peut-être cet exemple de dignité. Il nous rappelle que derrière chaque idole se cache un cœur humain qui bat, fragile et précieux, et que ce cœur a le droit, lui aussi, à la paix. Aujourd'hui, il ne nous doit plus rien, il nous a tout donné et en retour, il a pris ce dont il avait le plus besoin, le droit d'être un homme ordinaire, et peut-être qu'au fond, c'est cela la véritable réussite, non pas d'être inoubliable pour des millions d'inconnus, mais d'être indispensable pour ceux qu'on aime. Et vous, qu'en pensez-vous? Si vous étiez à sa place, auriez-vous eu le courage de tout quitter au sommet pour protéger votre famille, ou auriez-vous choisi de rester dans la lumière jusqu'au bout? Dites-nous dans les commentaires ce que vous feriez. C'est une question difficile, mais votre avis nous intéresse énormément. N'oubliez pas que sur cette chaîne, nous explorons l'humain derrière la légende. Si cette histoire vous a touché, laissez un j'aime et partagez cette vidéo pour que le message de Jean-Jacques continue de résonner. Merci d'avoir écouté son silence avec nous et à très bientôt pour une nouvelle histoire d'ombre et de lumière sur Icône et Silence.